Nous sommes à mi-semaine et je suis toujours avec vous pour l'édition de 13h. Voici pour les titres. L'hebdomadaire Conseil des ministres burkinabé s'est tenu hier au palais de Koussiam. 5 décrets que vous découvrirez dans ce journal ont été adoptés au cours de cette plénière. Le laboratoire Citoyenneté tient depuis hier à Zignaré un atelier de formation sur le processus de planification locale. Plusieurs acteurs y ont pris part. Et l'actualité de cette session nous enverra en Côte d'Ivoire avec le décès du Premier ministre ivoirien survenu hier en Allemagne. Nous nous entretiendrons de ce fait avec Bernard Bougman sur ces disparitions qui marquent la Côte d'Ivoire en ce moment. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Comme annoncé, débutons ce journal avec l'actualité ivoirienne. Disparition du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko ce mercredi 10 mars à Fribourg, en Allemagne, où il avait été transféré en urgence samedi dernier. Il a finalement succombé hier à un cancer en phase terminale. L'homme avait 56 ans. Retour sur son parcours. Il était considéré comme l'un des plus proches lieutenants d'Alassane Ouattara auprès duquel il chemine depuis une vingtaine d'années. Après la crise post-électorale de 2010-2011, il est nommé ministre de l'Intérieur, un poste qu'il occupera pendant 6 ans jusqu'à sa nomination à la Défense avec rang de ministre d'État. Journaliste et fondateur du quotidien Le Patriote, Ambak, comme le surnomment les Ivoiriens, fut également ministre des Nouvelles Technologies et de l'Information d'un gouvernement d'union nationale sous la bannière du RDR. Portefeuille qu'il gardera jusqu'en 2001 à la cession au pouvoir de son mentor Alassane Ouattara. Son passé au sein de la radio Nostalgie faisait de lui un ministre très proche de certains grands noms du showbiz ivoirien, notamment la star disparue du coupé décalé Didier Arafat, qu'il présentait d'ailleurs comme son fils. Poids lourd du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, Ahmed Bakayoko est nommé Premier ministre en remplacement de Amadou Gon Coulibaly, décédé brutalement le 8 juillet 2020. Ce lieutenant fidèle a été l'un des partisans d'un 3e mandat de Alassane Ouattara. Celui-là, qui fut responsable de l'amicale des élèves et étudiants ivoiriens au Burkina Faso en 1986 pendant ses études au pays des hommes intègres, c'était le mercredi 10 mars 2021 en Allemagne à l'âge de 56 ans, des suites d'un cancer selon les sources officielles. À noter que le natif d'Adjamé tire sa révérence au lendemain du scrutin législatif du 6 mars, au sortir duquel il fut d'ailleurs élu à Séguéla dans le nord de la Côte d'Ivoire. Suite à cette actualité, recevons Bernard Bougman, notre chef de desk politique, pour son analyse. Bonjour Bernard. Bonjour Marie. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Avec plaisir. En moins d'une année, c'est la 2e fois que la Côte d'Ivoire perd un Premier ministre. Le 8 juillet 2020, c'était Amadou Gon Coulibaly et hier, 10 mars 2021, Ahmed Bakayoko. Est-ce que le poste de Premier ministre en Côte d'Ivoire n'est pas à craindre? Vous me faites sourire comme s'il y avait un sort qui avait été jeté sur ce fauteuil et quand vous êtes nommé, effectivement, ça entraîne de conséquences inimaginables. Alors, ce qu'il effectivement, il faut dire, c'est que en moins d'un an, Alassane Ouattara a enterré 2 premiers ministres. Bon, parce que c'est vrai que l'autre n'est pas encore enterré, mais bon, c'est ça. Donc, 2 décès de premiers ministres. Et puis, je comprends aussi votre question, c'est parce que aussi, il a été dit que Patrick Hachi, qui assurait le rôle de secrétaire général de la présidence ivoirienne, qui a été nommé d'ailleurs comme intérimaire de Ahmed Bakayoko, en tout cas aurait fait un malaise vagal, c'est ce qui a effectivement été dit. Donc de là, ça fait craindre les nominations. Donc je partage votre inquiétude, mais je ne crois pas, je pense que c'est lié à un parcours de circonstances, peut-être à des combats au sommet de l'État ivoirien, quand on tient compte de ce que certains disent, mais de là à penser qu'effectivement c'est un poste qui fait craindre, ou il faut craindre le poste, non. C'est vrai que les relations entre Alassane Ouattara et ses premiers ministres ne sont pas toujours très bien terminées. Quand on prend son tout premier ministre Guillaume Soro qui allait à l'Assemblée nationale, après la suite on la connaît. Ensuite il y a eu Kouadio, Kouadio Jeannot actuellement d'ailleurs qui n'est pas là, qui ne se sent pas bien, qui a pratiquement été humilié avant d'être remplacé par Daniel Kablan Duncan. La fin également de Duncan et Alassane Ouattara, elle ne s'est pas très bien terminée. Gon Coulibaly
est décédé, Ahmed Bakayoko est décédé, et donc on attend comment est-ce que l'intérimaire, s'il va être confirmé ou pas à ce poste, parce qu'il faut également dire qu'Alassane Ouattara a voulu le nommer même après la disparition de Gon Coulibaly. Finalement, il a tranché en faveur de Ahmed Bakayoko. Mais bref, est-ce que ça va continuer? Je ne sais pas. Après donc les 2 décès et le malaise de Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence, comme vous venez de le dire, il se trouve également que le président du Sénat ivoirien, Ahoussou Kouadjo, et le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, sont également souffrants. Est-ce qu'il ne faudrait pas craindre une crise institutionnelle au sommet de l'État ivoirien? Effectivement, c'est un sentiment et une inquiétude partagée par beaucoup d'Ivoiriens. Et puis, ce ne sont pas les seuls. Effectivement, il y a eu la démission du vice-président d'un camp depuis juillet 2020 qui n'a pas encore été remplacé. Ensuite, avant lui d'ailleurs, il y en a eu en décembre 2019 du décès du président du Conseil économique et social, environnemental et culturel, Charles Dibi. Monsieur Dibi qui jusqu'à présent depuis 2019 qui n'a pas été remplacé. Donc le président de l'Assemblée nationale ne se porte pas bien, le président du Sénat ne se porte pas bien. Depuis juillet 2020, il est hors de la Côte d'Ivoire, il ne se sent pas bien. La chancelière Henriette Dagri Diabaté, d'ailleurs, les rumeurs aujourd'hui disaient qu'elle est décédée. Elle aussi ne se sent pas bien. On l'a vu à l'investiture d'Alassane Ouattara où elle marchait difficilement, affaiblie, qui a 85 ans. Donc la réalité, effectivement, vous avez des postes qui ne sont pas pourvus. Mais les autres postes, ça va. Quand on parle du président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, il y a des vice-présidents et les lois organiques et le règlement intérieur de ces structures-là permettent le roulement. Mais pour le Conseil économique et social, le poste est vacant. La vice-présidence, le poste est vacant. Face à cette situation, Bernard, certains mettent en index le président Alassane Ouattara et son frère Téné Ouattara comme étant les principaux commanditaires. Y a-t-il une raison à cela? Bon, l'une des raisons qui font parce que je prends la vice-présidence, par exemple la présidence du Conseil économique et social, c'est vacant. Pourquoi ils n'ont pas depuis 2019? Vous prenez la vice-présidence. La Constitution dit qu'il faut nommer. Il n'est pas nommé. Pourquoi il traîne et puis il ne nomme pas? Peut-être qu'il attend les législatives. Le président de l'Assemblée nationale ne se sent pas bien. C'est vrai que là-bas, avec les vice-présidents, ça peut se gérer. Au niveau du Sénat, c'est pareil. Mais il y en a qui ne se sentent vraiment pas bien. La chancelière ne va pas bien. Donc, oui, donc elle a des soucis, elle est affaiblie, elle a des soucis de santé depuis longtemps. Pourquoi est-ce que ça traîne? Mais maintenant, quand les uns et les autres parlent de la responsabilité d'Alassane et de son frère, certainement c'est par rapport aux les 2 derniers premiers ministres. Amadou Gon Coulibaly, que Alassane Ouattara savait malade parce qu'il a donné l'autorisation lui-même pour l'intervention de son cœur. Et savait que son état de santé ne rime pas avec des fonctions qui demandent beaucoup de pression ou beaucoup de stress. Donc les uns et les autres lui ont attribué cette responsabilité morale. Maintenant, pour Ahmed Bakayoko, bon, il y en a qui disent que c'est la lutte des clans au sommet de l'État parce que c'est quelqu'un aussi qui a su bâtir un réseau, mais qui constituait également une éventuelle menace au cas où le petit frère Birahima voudrait être président. Et donc, effectivement, il a été désactivé pour cela. Il y en a qui partagent ces rumeurs, des personnes bien introduites le disent, d'autres vous ne le disent pas officiellement, mais en off vous disent également qu'ils sont pour quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Mais toujours est-il que cela contribue à renforcer la rumeur. Mais est-ce qu'il faut croire à ça? Est-ce que ce ne sont pas aussi des éléments qui sont liés? Bon, mais les zones d'ombre, en tout cas, les zones d'ombre persistent. Pour autant, est-ce qu'il faut prêter une oreille attentive à ça? Bon, là, je ne sais pas. Quelles peuvent donc être les conséquences politiques du décès brutal d'Ahmed Bakayoko? Les conséquences politiques, c'est que ça refroidit la classe politique ivoirienne. Les uns et les autres ont peur. Il y a la crainte, il y a cette peur-là qui est exprimée, accentuée aussi par le malaise de Patrick Hachi. Voilà, donc ça fait peur. Donc il y a cette peur-là. L'autre aspect, c'est que pour avoir eu aussi des relations difficiles avec presque tous ces premiers ministres, en dehors des 2 où il n'a pas eu de relations difficiles, mais la mort les a emportés. Bon, les uns et les autres se disent, est-ce que ce n'est pas Alassane également le problème? Ça va être difficile pour lui de s'en défaire. Donc l'autre conséquence, c'est aussi la vacance de certains postes au sommet de l'État. D'abord des postes qui sont présentés comme budgétivores et certaines demandes qu'il faut supprimer. Sénat, vice-présidence, Conseil économique et social. Non seulement les Ivoiriens estiment que ce sont des postes budgétivores, mais ils sont vacants. Donc conséquence, c'est comme si au niveau de la République, il y a la possibilité de fonctionner sans certaines institutions, mais on les maintient. Donc la conséquence aussi, c'est attirer. Si ce sont comment on appelle ça, des postes qui ne sont pas utiles pour le fonctionnement de la démocratie ivoirienne,
autant les supprimer. Si ce sont des postes qui sont importants, mais il faut les pourvoir. Donc, ce vide-là, et la conséquence politique aussi, c'est que ça nourrit beaucoup de supputations d'un point de vue inutile. Voilà. En effet. Merci Bernard Bougma pour votre passage sur ce plateau. C'est moi qui dis merci de m'avoir reçu. Rappelons, Bernard Bougma est le chef de desk politique Twi TV et Watt FM, et avec lui il était question de la disparition du Premier ministre ivoirien survenu hier 10 mars en Allemagne, Ahmed Bakayoko. Poursuivons donc ce journal de retour au Burkina Faso avec l'hebdomadaire Conseil des ministres tenu hier à Ouagadougou et présidé par le président du Faso, Rochma Christian Kaboré. 5 décrets ont été adoptés, tous au titre du ministère en charge de l'éducation nationale et portant sur la réorganisation des examens et concours scolaires. Le thème du 11 décembre prochain a également été adopté lors de ce conseil. Le compte rendu avec Fatima Tanikema. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales MENA-PLN était à l'honneur lors du Conseil des ministres de ce 10 mars 2021. 5 décrets au titre de ce ministère ont été adoptés. Des prescriptions portant essentiellement sur les examens et concours scolaires. Le premier décret porte sur l'organisation du CAP, le certificat d'aptitude professionnelle. Il ouvre cet examen à des élèves qui ne pouvaient jusque-là passer le dit examen. Le second degré porte institution et organisation des concours scolaires. Et par ce décret, donc, le gouvernement autorise désormais des candidatures libres au concours d'entrée en 6e et à celui d'entrée en seconde. Ce nouveau décret augmente l'âge limite pour passer les concours d'entrée en 6e à 16 ans au lieu de 14 ans auparavant et fixe le nombre de places disponibles, en 6e et en seconde par province et non plus par région. Les 3 autres décrets portent sur l'organisation des examens du certificat d'études primaires CEP, du brevet d'études du premier cycle BEPC et du brevet d'études professionnelles BEP. Le 3e décret porte organisation du BEP, c'est le brevet d'études professionnelles. Et ce décret est rendu nécessaire par la création donc, de directions provinciales des enseignements post-primaires et secondaires. Il innove en autorisant les élèves de la première D' et des candidats libres de ce même niveau à participer donc à l'examen du brevet d'études professionnelles. Et ce 4e décret remplace également un décret de 2015. Sa principale innovation est le renforcement de la responsabilité des circonscriptions d'enseignement de base. Enfin, le 5e décret au titre de ce ministère est relatif à l'organisation de l'examen du BEPC. C'est le brevet d'études de premier cycle. Et sa principale innovation est l'organisation de l'examen par la direction provinciale et non plus par la direction régionale. Le Conseil a également dévoilé le thème de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso qui est « Réconciliation nationale et cohésion sociale, devoir et responsabilité de tous pour un développement durable du Burkina Faso ». Alors, vous savez donc, à l'instar des précédentes célébrations, ces thèmes permettent d'organiser les conférences publiques à l'occasion donc de la célébration du 11 décembre, mais ils permettent également de déployer toute la stratégie de communication et de marketing autour du 11 décembre. Il est porté à la connaissance des Burkinabés que l'organisation de la 22e édition de la Journée nationale du paysan se tiendra le 23 avril prochain à Manga, dans la région du Centre-Sud. Atelier de formation à Zignaré sur le processus de planification locale initié par le laboratoire Citoyenneté, les élus locaux, les membres des organisations de la société civile ainsi que ceux des radios locales de la région du plateau central s'y attelleront 48 heures durant pour de meilleurs acquis dans la planification locale. Michael Tougri. Ce programme qui concerne 9 communes des régions du plateau central et de la boucle du Moun se donne pour objectif de renforcer la culture démocratique locale. Pour atteindre ce résultat, les principaux acteurs que sont les élus locaux, les organisations de la société civile, les radios locales ainsi que les conseillers villageois de développement ont un rôle important à jouer dans le processus de planification. C'est dans cette dynamique que le laboratoire Citoyenneté a décidé d'outiller ces derniers sur la démarche de planification locale et sur leur rôle pour un processus en vue d'un développement inclusif. Nous ambitionnons aller au-delà de la collectivité, aller toucher l'échelon village qui est souvent oublié, pour que les préoccupations qui ne sont pas prises en compte au niveau de la commune centre et qui se dégagent au niveau des villages
puisse être prise en compte. Ce que nous attendons des acteurs que nous avons invités à cet atelier, c'est qu'ils comprennent quel est leur rôle à jouer pour, en tout cas, une bonne planification, une prise en compte de leurs préoccupations dans ce qu'on appelle les plans locaux de développement. Voilà. Et leur rôle aussi à jouer dans la mise en œuvre. De manière spécifique, il s'agit d'amener les participants à se familiariser avec les concepts clés ainsi que les tests qui régissent la planification locale au Burkina Faso, connaître les différentes phases du processus de planification locale ainsi que de cerner les rôles des acteurs impliqués dans ce processus. Quand on prend par exemple les réseaux, la connaissance donc du processus et de leur rôle leur permet de suivre. Voilà, de travailler d'abord à la prise en compte des préoccupations des populations à la base dans la planification et de suivre la mise en œuvre et même de faire de la veille, interpeller les autorités par rapport à la mise en œuvre s'il y a des manquants. Dans l'approfondissement de ce processus, la planification locale est un élément essentiel du développement local en ce sens qu'elle permet aux collectivités territoriales de définir, harmoniser et mettre en œuvre de façon concertée leurs actions en matière de développement local tout en respectant les grandes orientations de l'État. Conférence de presse hier de la Coalition internationale pour le Sahel, tenue au siège de l'Union européenne à Ouagadougou. Le point des conclusions du dernier sommet du G5 Sahel à N'Djamena a été fait et les résultats ont été rendus publics. Sanata Seri avec la voix de Nelly Tapsoba. La région du Sahel enregistre depuis quelque temps des avancées notables en matière de sécurisation, notamment dues à un sursaut militaire dans la région et ont permis la libération de certaines zones, selon les conclusions du sommet de N'Djamena au Tchad. Fort de ce constat, la Coalition pour le Sahel a mis en place une feuille de route avec pour objectif de consolider ses acquis et de travailler à la sécurisation de toutes les zones. Il y a eu des résultats concrets, c'est-à-dire le sursaut militaire. Et donc maintenant, c'est cette coalition avec tous ses membres, tout le monde qui opère dans cette coalition, qui ont dit allons-y vers le sursaut politique, civil, ainsi de suite, le retour de l'État dans les zones libérées. Dans ça, il y a tout le monde qui se trouve. Je lis ça avec le besoin de coordination. Ce n'est pas parce que les coordinations nationales ont failli, non. Au Burkina Faso, c'est le Premier ministre qui sera chargé du suivi de la coordination des actions de la coalition sous l'égide du chef de l'État. Ce haut comité piloté par le Premier ministre, selon le haut représentant de la Coalition pour le Sahel, va permettre de créer des synergies entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Quand nous parlons d'un haut comité piloté par le Premier ministre, c'est de créer les conditions pour qu'autour de la table, tout le monde, tous les partenaires viennent. Partenaires techniques et financiers, nos gouvernants, et ensemble, et si on prend un exemple concret, qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, sur l'axe Ouaga, Kaya, Dori, pour qu'effectivement les services de base doivent être implantés, permettant ainsi à la population donc, de trouver un souffle. Ce haut comité piloté maintenant par le Premier ministre, qui va créer des synergies entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers pour définir les stratégies, les objectifs, les résultats attendus, les indicateurs de performance et dérouler donc ce tapis-là pour aller vers des résultats probants. Sur la question des groupes de volontaires mis en place par certains États du G5 Sahel afin d'appuyer les forces armées nationales dans cette lutte contre le terrorisme, la coalition estime qu'il appartient aux États membres d'organiser la sécurité de leur territoire, et ce dans le respect des droits de l'homme et dans l'intérêt des populations, selon l'envoyé spécial de la France pour le Sahel. La feuille de route édictée à l'issue du sommet de N'Djamena, faut-il le rappeler, sera soumise à validation par un conseil de ministres des pays membres qui se tiendra le 19 mars prochain. L'Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina a fait ce mardi le bilan de ses activités de l'année 2020 lors d'une conférence de presse. Le président de l'AEMB a donné des impressions sur la réconciliation nationale au Burkina Faso. Les détails avec Fatima Tanikema.
L'Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina AMB a tenu son 18e congrès ordinaire du 27 au 29 décembre dernier. Une instance qui a permis aux différents responsables de cette association, venus des 4 coins du pays, de procéder à sa réorganisation sur tous les plans. Un impératif, selon le président de l'AMB, Adama Sawadogo. Il y a des départements que nous avons jugé bon, en tout cas, de diviser. Il s'agit notamment du département chargé à l'orientation et à la communication, qui, en tout cas, devient 2 départements. On a un département chargé à la communication et au numérique, pour prendre en compte, en tout cas, toutes les questions liées au numérique, afin que nous puissions travailler dans la formation pour que nos membres puissent vraiment profiter de cela. En tant qu'une structure associative à caractère religieux qui œuvre pour l'épanouissement de la jeunesse musulmane, le président de l'AMB a bien voulu donner l'avis de son association sur la question de la réconciliation nationale. L'islam prône le pardon, mais il est important de connaître le coupable afin de lui accorder le pardon. Et cela passe nécessairement par la vérité et la justice, a laissé entendre Adama Sawadogo. La réconciliation nationale est un impératif pour les filles et fils du pays. Nous devons inéluctablement trouver des voies et moyens afin que nous puissions vivre ensemble dans la paix et la cohésion sociale. Pour parvenir à une réconciliation reçue et durable, il est impératif que chaque acteur joue sa partition. L'AMB est disposée à jouer pleinement son rôle dans le cadre des initiatives prochaines visant à parvenir à une véritable réconciliation nationale. En rappel, le comité exécutif national de l'AMB a tenu un conseil d'administration nationale le 14 février dernier. Conseil au cours duquel un plan d'action annuel a été adopté. Il tire sa substance du plan stratégique 2019-2023 de l'association, à en croire son président. Lancement officiel samedi dernier de la première édition des Cracks du droit, un tout nouveau jeu concours initié par le cadre d'échange et de formation des étudiants juristes. Les participants devront répondre à des questions relatives aux différentes matières enseignées à faculté de droit. Plus de précisions avec Abdelhaim Tapsoba et Yassine Sawadogo. Ils sont pour la plupart des candidats à la première édition du concours de réflexion scientifique dénommé les Cracks du droit. Cette compétition est l'initiative du cadre d'échange et de formation des étudiants juristes CFH. Et ce sont uniquement les étudiants inscrits régulièrement en licence 1, licence 2 et licence 3 de droit qui peuvent prendre part à cette compétition. Et pour les organisateurs, cette compétition permettra aux étudiants de se surpasser et aussi de vulgariser leur filière commune qui est le droit. Il faut dire que la compétition a pour objectif général la promotion et la vulgarisation du droit. De manière spécifique, elle vise à promouvoir l'excellence universitaire, maîtriser le droit constitutionnel, maîtriser la théorie générale des obligations, maîtriser l'introduction à l'étude du droit, maîtriser les institutions internationales, la procédure pénale, le droit pénal général, le droit international public. Une compétition qui se déroulera sous le parrainage du professeur agréé des facultés de droit à l'université Thomas Sankara, Souleymane Toé. Et le professeur n'a pas manqué de féliciter les organisateurs et aussi d'encourager les candidats. Selon lui, en tant que professeur de droit, il était de son devoir de répondre favorablement aux sollicitations des étudiants. En tant qu'enseignant de droit, si les jeunes étudiants ont une activité pour la promotion du droit, pour l'émulation scientifique, pour l'excellence universitaire, je ne peux pas ne pas les accompagner dans cette activité qui, en tout cas, l'un des objectifs que nous recherchons à travers nos enseignements dans l'université. Les différentes équipes ont pris connaissance de leurs adversaires, et ceci par un tirage au sort effectué en présence du parrain. Et les lauréats seront récompensés en ouvrage, mais aussi d'une somme d'argent à laisser entendre le coordonnateur général, Palessier. Les organisateurs ont par ailleurs donné rendez-vous aux différentes équipes le samedi 13 mars dans la salle 1 de l'UFR-SJP à l'université Joseph Kizerbo pour le début de la compétition.
Et de la littérature dans ce journal, dédicace du nouveau roman Débâcle et espoir d'une république, c'est le titre de l'œuvre de Zakaria Gengane, présentée samedi dernier à Ouagadougou. L'œuvre relate les différents maux qui minent les sociétés africaines. Par ailleurs, elle propose des stratégies pour relever le défi du développement. Abdelrahim Igné. Dabo est un jeune engagé dans la lutte contre les maux qui minent son pays, la République démocratique de Gangla, telle la malgouvernance, la corruption et la domination coloniale. Une lutte qui finira par lui coûter la vie. C'est à travers l'histoire de ce personnage de l'œuvre Débâcle et espoir d'une république que l'auteur Zakaria Gengane pointe du doigt les tares des pays africains et dénonce le pillage des ressources du continent. Vous avez une Afrique bien pleine, ou du moins à moitié pleine. C'est nos richesses. C'est parce qu'on ne voit pas bien, vous avez les feuilles de cacao, baril de pétrole, il y a le diamant, il y a l'uranium. En fait, c'est un échantillon de la richesse africaine que j'exprime. Et vous voyez que ça a été pompé. Par qui? Il y a une grue de pompage. Avec là, c'est des chars. Et justement, vous voyez la position, c'est bien l'Europe, l'Occident européen. Dans l'œuvre, l'auteur met un accent particulier sur la corruption qu'il qualifie de frein au développement des pays africains. Un engagement de l'auteur salué par l'autorité supérieure de contrôle d'État et de la lutte contre la corruption, AECLC. Gengane a fait une des parties du travail de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, à savoir sensibiliser les Burkinabés sur les méfaits de la corruption. Débâcle et espoir, cela veut tout dire. À la fois la descente aux enfers, mais également, certains diraient la résurrection ou la renaissance. Pour cette renaissance, l'auteur propose la révolution comme solution pour sauver les pays africains. Et tous les grands changements viennent après un choc. Le Burkina a donné son exemple en 1966. Maurice Amiogo. En 2014, il y a eu effectivement l'insurrection populaire. Donc nous avons eu les devoirs de maison en 1966, nous avons eu un examen blanc en 2014. Mesdames et messieurs de la presse, le Burkina va avoir son examen final. C'est pas moi qui le dis, avec ou sans nous. Avec ou sans nous. Et chacun doit apporter sa pierre. Vous l'apportez à travers vos médias. Les chanteurs apportent à travers la musique. Les paysans, parce que après ici nous allons manger. Chacun apporte sa part contributive. Ça, je l'apporte d'une autre manière à travers les livres. Titulaire d'une licence en anglais de l'université Joseph Kizerbo, Zakaria Gengane est enseignant et inspecteur d'éducation. Débâcle et espoir d'une république est le 3e ouvrage de l'homme qui annonce d'autres ouvrages en préparation. Du sport à présent, pour refermer cette édition, le tournoi de la Coupe du Maire de Farah a connu son épilogue dimanche dernier. Une finale qui a opposé l'équipe du secteur 3 à celle de Toné. Cette compétition vise à promouvoir le vivre ensemble et à développer la pratique du sport chez les populations dans la commune. Abdelrahim Igné. La finale de la Coupe du Maire de Farah a été un match serré entre l'équipe du secteur 3 habillée en orange et celle du village de Toné en noir. Et c'est à la 85e minute que les Oranges du secteur 3, après plusieurs occasions manquées, inscrivent le seul but de la rencontre. Le secteur 3 est sacré champion à cette finale qui a connu la présence d'autorités politiques mobilisées pour la célébration du 8 mars dans la commune. L'équipe du secteur 3 repart donc avec le trophée, des jeux de maillot et une enveloppe de 200 000 francs CFA. Sincèrement, en tout cas, comme c'est une finale, on s'attendait à ça aussi. Voilà, une finale, c'est pas du jeu. Ils ont mérité aussi pour en tout cas être en finale. Et nous aussi, en tout cas, de notre côté, on a si joué le coup. Mais en tout cas, ça nous a rapproché avec la jeunesse de la commune. En tout cas, le rassemblement de la jeunesse, en tout cas, autour du football. Donc, on a ressenti qu'il y a des villages voisins, quand tu pars là-bas maintenant, tu es reconnu. C'est grâce à la Coupe du Maire. Le maire de la commune de Farah estime que ce tournoi est une occasion de rassembler les populations de la commune afin de créer un lien fraternel entre elles et promouvoir ainsi le bon vivre ensemble et la cohésion.
Les deux équipes étaient très engagées dans le fair play et vous avez vu la mobilisation forte de la jeunesse de la commune aujourd'hui. Donc je suis vraiment très satisfait du déroulement de cette finale. L'objectif, c'est de permettre le brassage des jeunes des 25 villages de la commune de Fara. C'est de permettre que ces jeunes se retrouvent pour fraterniser, pour pratiquer un sport et comme on a coutume de le dire, un esprit sain dans un corps sain. Débutée en avril 2020, la 4e édition de la Coupe du maire de Fara a été freinée par la pandémie du Covid-19. 14 équipes issues des villages et secteurs de la commune ont pris part à cette compétition. Chaque équipe est répartie avec un prix de participation pour symboliser l'union et la fraternité. Un reportage donc d'Abdoulhaïmi avec la voix de Yassine Sawadgo. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain 13h. Très bon après-midi et bonne fin de journée sur Truc TV, la télévision interactive du Burkina.